Bonjour chers amis, donc aujourd'hui l'émission Philosophie sera consacrée à la pensée du féminin avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, le journaliste Alexis Lacroix, directeur de l'actualité juive. Alors, comme le disait Simone de Beauvoir, n'est-ce pas, le féminisme, au fond, c'est déjà réglé, mais on n'en parle plus. En vérité, on en parle encore. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui avec, au fond, toutes les discussions nouvelles qui se sont développées. Et nous allons commencer par la lecture d'un texte qui a été très remarqué, sinon très remarquable, de Judith Butler, qui est professeure à l'université de Berkeley, et qui a posé la question de l'identité du féminin et au fond de ce qu'elle a appelé le trouble dans le genre. Nous écoutons notre ami Alexis Lacroix et le texte que nous avons extrait de son livre. L'idée qu'il y aurait une vérité du sexe, des genres distincts, des sexualités spécifiques, a constitué pour de nombreuses féministes un point de référence stable dans leur travail. Mais la catégorie femme n'est-elle pas une construction politique qui précède et préfigure la manière dont les intérêts et le point de vue épistémologique des femmes sont politiquement formulés? Comment façonne-t-on leur identité? Le corps ou le corps sexué est-il le fondement inébranlable sur lequel opèrent le genre et le sexe? Ou serait-ce plutôt que le corps est façonné par les forces politiques ayant stratégiquement intérêt à faire en sorte qu'il reste constitué par le marqueur du sexe? La distinction sexe de genre et la catégorie de sexe semble présupposer que le corps existe en général avant de prendre une signification sexuée. Ce corps apparaît comme un simple médium d'une source culturelle supposée extérieure. La construction du corps genré est faite à travers une série d'exclusions et de dénis, d'absences signifiantes. Cette construction a pour effet de stabiliser artificiellement le genre, servant les intérêts de l'hétérosexualité. Cet idéal régulateur se révèle être une norme et une fiction. Il faut comprendre que l'essence ou l'identité sont des fabrications. Il semble que les genres ne peuvent être ni vrais ni faux, mais produits comme des effets d'un discours de l'identité première. L'idée que je soutiens ici, à savoir que le genre est une parodie, ne présuppose pas l'existence d'un original. La parodie porte sur l'idée même d'original. Les significations du genre participent manifestement de la culture misogyne dominante. Elles sont dénaturalisées et enrôlées. Il ne faudrait pas concevoir le genre comme une identité stable ou un lieu de capacité d'agir à l'origine des différents axes. Le genre consiste en une identité posée par une répétition stylisée d'actes. Trouble dans le genre de Judith Butler, traduit de l'anglais par Christian Kraus, Paris, édition de la Découverte 2005. On le voit, notre amie Judith Butler, si je peux parler ainsi, n'y va pas par quatre chemins. Alors, pour situer un peu, au fond, cette réflexion sur l'identité du féminin et le trouble dans le genre, il faut rappeler qu'il y a eu, après le livre de Simone de Beauvoir dont nous avons parlé la fois dernière, 50 ans de lutte, 50 ans de mouvement, 50 ans de réflexion et de discussion. D'abord, évidemment, le mouvement a commencé par, dans les années 70, n'est-ce pas, par la formation d'associations, le MLF, autour de Simone de Beauvoir avec Anne Zelinsky et Annie Sugier, l'Alliance des femmes pour la démocratie avec Antoinette Faux, qui lui a donné une dimension internationale. Elles ont d'ailleurs créé les éditions des femmes qui existent aujourd'hui. Ces mouvements étaient appuyés sur le planning familial et ils étaient liés, au fond, à une idée de défendre les droits des femmes, la liberté et l'égalité. Et d'ailleurs, ils ont débouché rapidement sur la libération, on peut dire la libéralisation d'abord de l'avortement, après le manifeste engagé par Simone de Beauvoir et avec beaucoup de représentants des femmes du monde médiatique, Choisir de Gisèle Halimi, eh bien, il y a eu la fameuse loi Veil qui dépénalise l'avortement, qui a marqué une étape tout à fait fondamentale dans la vie des femmes. Deuxièmement, deuxième grand combat, le combat pour la parité. L'idée qui a présidé à ce combat, menée d'abord par Claude Servan-Schreiber, Françoise Gaspard, et puis articulée, en quelque sorte étayée intellectuellement par Sylviane Agacinski. Et par vous-même, chère Blandine, parce que votre modestie fait que vous ne le direz pas. Mais alors, tant que j'interviens. Merci, Alexandre. Merci. Eh bien, au fond, l'argumentation, c'est que les femmes, contrairement à ce qu'on disait
disais, n'étaient pas une particularité, elles étaient aussi universelle que les hommes, puisque l'espèce humaine est sexuée, 50-50, et par conséquent, là aussi, grâce à l'entente des politiques, il faut bien dire, de Lionel Jospin et du président Chirac, la loi sur la parité a été inscrite. Et la troisième orientation, eh bien, c'est justement le libre choix des orientations sexuelles, qui a fini par déboucher sur le mariage pour tous. Un compagnonnage s'est institué entre le mouvement des femmes, la réflexion des femmes et, au fond, la question d'homosexualité. Alors, ce mouvement continue aujourd'hui avec MeToo, avec, au fond, tout le combat contre la prédation des femmes et ajoutons-le des enfants, avec le livre si remarquable de Camille Kouchner. Bref, tous ces combats qui ont été très importants sont le contexte dans lequel a été repensée l'identité du féminin. Alors, j'en viens au texte de Judith Butler. Sa réflexion, eh bien, tout simplement, c'est la déconstruction, n'est-ce pas, du genre, la distinction quasi absolue entre le genre masculin et le genre féminin. Alors, cette distinction que mène Judith Butler, au fond, elle s'appuie sur 3 idées fondamentales ou 3 points d'appui qui ne le sont pas moins. Premièrement, l'utilisation critique, l'utilisation de la langue anglaise et de sa particularité, puisque en anglais, et la logique anglaise, la logique d'Austin, une logique performative pour laquelle dire c'est faire, n'est-ce pas ? Il y a des actes de langage qui sont immédiatement pratiques. Par exemple, quand on dit on commence l'émission, eh bien on la commence. Et le deuxième point, et les caractéristiques de la langue anglaise, en anglais, il faut le dire, eh bien espèces et genre peuvent se remplacer comme en français, mais le mot d'espèce peut aussi se dire par res, n'est-ce pas ? Species peut se dire par res. Alors, c'était le cas au XIXe siècle en France, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, le deuxième point, le deuxième appui, c'est en vérité une utilisation critique, mais en même temps magmatique de ce qu'elle a appelé la French Theory. Judith Butler s'est appuyée sur Foucault, sur Lacan, sur Kristeva, de façon d'ailleurs assez critique, sur Deleuze, en commençant d'ailleurs par Sartre et Beauvoir. Et troisième point, eh bien, c'est l'idée, et c'est là-dessus que ce texte porte, que le genre masculin ou féminin est une production entièrement, en quelque sorte, artificielle, façonnée dans et par le langage, et au fond une fiction qu'elle définit comme une répétition stylisée d'actes. Alors, je dirais que ce texte pose, à mon avis, 3 questions que nous allons essayer de traiter rapidement, n'est-ce pas, comme à notre habitude. La première, c'est la première question, c'est celle-ci, c'est peut-on, au fond, penser que l'utilisation que fait Butler de la French Theory, non, c'est pas à vous que je voulais poser cette question. Vous voyez, je m'embrouille, pardonnez-moi, Alexandre. Non, la première question, que je voulais vous poser, c'est les sexes féminins et masculins. Au-delà de toute naturalité, selon Judith Butler, eh bien, sont-ils seulement le produit du langage et du symbolique ? Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée, Alexandre, ou non ? Bon, pour ne pas faire de tunnel, c'est ce qu'on nous apprend quand même, c'est le b.a.-ba du médiatique, il faut répondre aux questions. La réponse est évidemment non. C'est-à-dire qu'en fait, bien entendu, l'appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin est évolutive. On sait qu'un certain nombre d'hommes, et ce sont des opérations extrêmement douloureuses, et ils les subissent non pas dans la joie, mais en fait avec l'espoir d'une libération, change de sexe, et cela donne de bons résultats finalement à la fin, mais c'est très difficile, et il faut bien entendu militer pour que la science médicale le rende moins douloureux dans l'avenir. Mais cette question le prouve, on peut changer de sexe, on doit changer de sexe. Donc c'est pas seulement un fait de langage. Ce n'est pas un fait de langage, c'est un fait qui doit se traduire, bien entendu, y compris, et c'est le plus douloureux dans l'autre sens, ça l'est moins évidemment, par des opérations et
des transformations du corps qui ne sont pas toutes simples à subir. Vous abordez tout de suite la question de la transsexualité. La transsexualité, c'est bien de cela dont il s'agit. Oui. Et la transsexualité, il faut le dire, est possible, et ce n'est pas un acte de délinquance dans la société, de délinquance sociale, au contraire. Voulez-vous dire par là que, en fait, il y a un aspect biologique dans la sexualité? Mais bien entendu. Et alors, c'est là la question, c'est que, évidemment, à un moment donné, même si il y a des possibilités encore évolutives qu'on peut imaginer, mais il y a évidemment une base biologique à l'identité. Et la preuve, c'est que si on peut en changer, oui. Cela demande un processus réel dans la biologie, dans le corps. Voilà. C'est la première réponse, et c'est la réponse qui n'est pas dilatoire, me semble-t-il. Pour le reste. Et pour la langue anglaise, parce que ça s'appuie sur la langue. Souvent, la langue anglaise est plus précise que la nôtre. Oui, mais là. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la confusion entre espèce et genre, qui finalement, c'est peut-être, on le doit ça à Buffon. Oui, espèce et race. Alinné, qui était un protestant français devenu suédois, mais qui parlait fort bien français. Et Buffon ont effectivement, petit à petit, créé un tableau généalogique beaucoup plus précis et qui se retrouve dans notre langue. Parce que genre, c'est de la grammaire, hein, ça vient de la grammaire. Oui. Enfin, ça peut être utilisé en biologie, puisqu'on peut confondre... Mais on ne confond pas le genre, l'espèce, mais par contre, la race, alors que l'anglais le fait. Surtout l'anglais, on le disait en France au 19e siècle. Oui. Mais la lutte mais on trouve encore maintenant des publicités qui maintenant ont été d'ailleurs refoulées parce qu'on s'est rendu compte que c'est ennuyeux. Les viandes racées, on pense aux viandes racistes, alors on le dit plus maintenant. Mais est-ce qu'on peut assimiler le genre à une race? Oui et non. On le faisait au XVIIIe siècle, on le dit très justement, mais aujourd'hui, on s'efforce précisément, grâce à cet effort de raffinement des concepts, de ne plus le faire. Bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Alexandre. Mais j'aurais quand même autre chose à dire. J'attends donc notre ami François Guéry. Judith Butler, pour moi, parce que je vais quand même maintenant passer à la guérilla, elle a un nom tout à fait intéressant. Parce que elle s'appelle en fait Butler en anglais, n'est-ce pas? C'est le majordome. Donc Judith majordome. Il y a un côté absolument dominé chez cette femme qui se veut dominante. C'est extraordinaire, c'est un nom de carte de visite. Exactement, le modèle, c'est Léon Mauvais, le secrétaire de la CGT, qui était vraiment le plus mauvais de tous et le plus méchant. C'est la réponse de la bergère au berger, comme elle est professeure de littérature, de langue et de rhétorique. Eh bien, Judith Majordome mérite bien son nom. Elle a un nom carte de visite. Je vous laisse la responsabilité de cette méchanceté, Alexandre, et je pose tout de suite ma question à François Guéry. Bon, cher François, dans son œuvre, Judith Butler, dans Trouble dans le genre, s'appuie énormément sur ce qu'on a appelé aux États-Unis la French Theory. D'ailleurs, cela a fait dire à un critique très sévère et très remarquable, n'est-ce pas, de son œuvre, Éric Marty, le livre qu'il lui a consacré, Le sexe des modernes, de dire que c'était une théorie absolument américaine. Alors, en effet, Judith Butler aligne, n'est-ce pas, tous les penseurs que nous connaissons, c'est-à-dire Foucault, Lacan, Deleuze, Derrida, j'en oublie, Julia Kristeva, mais elle les aligne d'abord avec Sartre et Beauvoir. Elle fait comme si c'était une seule et même lignée. Et tout cela pour fonder, au fond, sa conception selon laquelle, le genre féminin et le genre masculin sont si vous voulez, totalement artificiel, construit par le langage, et au profit d'ailleurs d'une avancelle, d'une logique de domination par l'hétérosexualité, voire, n'est-ce pas, toutes les autres formes de domination. Alors, qu'en pensez-vous, François ? Sur le fond, on peut quand même commencer par des vérités premières d'une grande banalité. L'humain est un mammifère. Il y a une évolution de la vie. Le mammifère se définit assez curieusement d'ailleurs par un trait féminin, puisque avoir un utérus et des mamelles, ça voudrait dire que chez les mammifères, les traits féminins, si je puis dire, c'est-à-dire les traits qui portent la progéniture et qui donc sont responsables de la continuité de l'espèce, sont dominants et définissent. Alors, si l'homme est un mammifère, ça veut dire aussi nécessairement que les questions
de sexes qui sont plus générales dans le monde de la vie. Il y a 2 sexes parce que leur conjonction entraîne une redistribution des caractères génétiques. Et donc, la progéniture est nouvelle par rapport aux traits génétiques des parents. Ce sont des originaux. Hannah Arendt a pas mal insisté là-dessus, sur le fait que chaque nouvel humain né recommence en quelque sorte. Alors là, cette espèce de constructivisme que défend Judith Butler, culturalisme, constructivisme, voilà, qui est aussi linguistivisme, si je peux oser cet horrible néologisme, puisque tout passe par le langage, selon elle. Pas seulement par le langage, oui, mais c'est qu'un aspect, parce que elle s'en prend à l'hégémonie d'une culture. Oui. Alors on croit comprendre, si on lit le texte et si on égrène les différentes caractéristiques qu'elle donne, que cette culture est politique, hétérosexuelle et misogyne. Si on voulait en discuter sérieusement, si on prenait toute cette affaire au sérieux, on dirait par exemple les Grecs étaient homosexuels, ça les a pas empêchés d'être démocrates. Oui, et puis d'avoir une progéniture, etc. Et de la païdéia, c'était l'éducation même, donc elle était liée à cette homosexualité masculine, mais manifestement Judith Butler s'intéresse absolument pas à ces détails historiques, etc. Il y a quelque chose comme une manière d'avancer, de tout écraser sur son passage. Moi, je dirais que on m'aurait proposé un travail de ce genre à l'université. J'aurais dit c'est pas possible parce que aucun souci de réfutation, aucune distance critique, aucun effort pour prendre, si on peut dire, le point de vue de quelqu'un qui ne serait pas d'accord. Tout ça, ça caractérise, si vous voulez, l'agite-propre. Il y a un autre point sur lequel on pourrait peut-être insister, c'est que elle aligne, comme s'il s'agissait d'une seule et même idéologie, d'un seul et même système de pensée, Sartre, Beauvoir, et puis toute la pensée qu'on a appelée, à tort ou à raison, structuraliste, qui a au fond pris ses distances avec la philosophie du sujet, la philosophie cartésienne de Sartre et de Simone de Beauvoir. Alors comme si c'était la même chose. Je voudrais dire juste un mot là-dessus. Allez-y, François. Ce que faisait Foucault quand il critiquait la domination et qu'il défendait le droit des minorités, il le faisait à une époque où Solzhenitsyn le faisait aussi pour son propre compte, ainsi que tous les samizdates, etc. Et par ailleurs, c'était inspiré par une véritable détestation de la psychiatrie soviétique, qui était une forme de répression particulièrement arbitraire et odieuse, enfin une forme de despotisme. Donc, rien ne reste de cette orientation-là dans ces protestations révolutionnaires occidentales, si on veut, contre l'hégémonie, enfin, issue du monothéisme, rien. Alors, par contre, effectivement, Sartre et Simone de Beauvoir ont défendu un anti-essentialisme qui a pris des proportions absurdes, même, on pourrait le dire, anti-essentialisme qui consiste en réalité à poser ceci: l'individu ne relève d'aucune catégorie. L'individu est ce qu'il est, point. Et même, il est non pas ce qu'il est, mais ce qu'il se projette, etc. Donc, on balaie tout. Qu'effectivement quelqu'un soit homme ou femme, qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit vieux ou jeune, qu'il soit dominant ou dominé, riche ou pauvre, etc. Une philosophie à laquelle Foucault, d'ailleurs qu'elle critique, c'est totalement opposé, puisque Foucault a rebaptisé le langage discours, n'est-ce pas, acte discursif. Il s'est intéressé sur les pratiques collectives de construction. Oui, absolument. Et alors, le dernier point sur lequel je veux encore vous interroger, c'est cette assimilation du genre au fond à toutes les formes de victimisation, en particulier du genre féminin en particulier, c'est-à-dire la classe prolétaire exploitée. Ça, c'est le dernier état de la pensée de Judith Butler, ou la race. On voit ressurgir, et d'ailleurs c'est consonant avec le mouvement woke, une re-racialisation, oui, c'est vrai. Qui n'existait pas, que nous avons passé toute notre vie à combattre. En même temps, elle fait à la fois cette apologie et elle nie que ça existe, puisqu'elle dit qu'il n'y a pas de femmes. Donc Si, mais elle dit non, mais justement, il y a une contradiction. Oui, mais nous y reviendrons. Je vous remercie. Alors, je laisse la place à notre ami, le docteur Marielle David. Alors, chère Marielle, est-ce que, de votre côté, n'est-ce pas,
vous estimez que on peut penser le féminin, puisqu'il s'agit d'une pensée du féminin, au-delà de toute naturalité, comme un produit simplement du langage ou du symbolique. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce point de vue? Et vous dites-nous tout simplement ce que vous pensez du féminin et si c'est raccord ou contradictoire avec ce qu'en dit Judith Butler. Bon, je crois qu'il faut différencier le féminin de la féminité. Oui. Le féminin, ça fait partie de la bisexualité. Tout sujet humain, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, qu'il soit petit garçon ou petite fille, a affaire avec quelque chose de féminin, c'est quelque chose qui a à voir avec du réel, et qui va être relativement passif par rapport à ce qui va arriver et qui va s'inscrire sur ce lieu du féminin. Ça, c'est donc le féminin. La féminité, c'est une assomption sexuée, malgré tout. Et la question qui se pose, avec laquelle je vais répondre en pédopsychiatre, oui. qui se pose, qui vient d'être posée, c'est la suivante. Est-ce que vraiment le langage est créateur de sexualité? Parce qu'au fond, c'est ça qui est affirmé. C'est que le langage crée et que par conséquent... Seulement le langage. Oui. Mais si vous voulez, c'est pas possible. Parce que si c'était vrai, si le langage faisait des petits garçons ou si le langage faisait des petites filles, il n'y aurait pas de transsexuels. Or, il y a des transsexuels. Il y a des enfants, il y a des adultes qui disent « moi, je suis d'un autre sexe ». Autrement dit, ils affirment leur désir. Et le désir n'est pas seulement mu par les autres. Il y a un désir autonome de tout enfant et de tout sujet. C'est en cela que on peut pas dire que le langage soit la seule, comment on pourrait dire, la seule réalité à laquelle un sujet humain a affaire. Il a affaire à d'autres choses plus complexes. Merci Marielle, vous allez rester avec nous pour qu'on entende notre ami Alexis, mais vous nous expliquez parfaitement pourquoi Judith Butler, en quelque sorte, a en horreur, n'est-ce pas, les transsexuels. Elle s'est d'ailleurs opposée de façon extrêmement vive aux analyses de Foucault sur Herculine Barbin. Bon, donc... Est-ce que nous entendons notre ami Alexis? Alexis, vous m'entendez? Oui, je suis avec vous et cette émission est absolument passionnante. J'entends pas Alexis, moi, pour ma part. Je suis avec vous et cette émission est absolument passionnante. Mais c'est pas assez fort, hein, il faut que vous me mettiez plus fort. Hein. Non, Marielle, touche pas ça. Oui, Alexis, vous m'entendez? Je suis avec vous et cette émission est absolument passionnante. Bon, cher Alexis, alors la dernière question que je vais vous poser, eh bien, elle concerne évidemment l'assimilation que fait Judith Butler en tant que de la féminité des femmes et de la féminité en tant que victime, soit à une classe sociale, soit à une race. D'ailleurs, c'est dans ses derniers livres. D'une certaine façon, elle a évolué, puisqu'après avoir dit que la féminité ne dérivait que d'actes de langage, eh bien, elle dit ensuite que comme victime et comment dire, produit d'une autre scène qui est la logique de domination, les femmes sont comme les prolétaires ou plus encore comme la race. Alors c'est surtout sur la race que je voudrais vous interroger parce que c'est là que son idée d'intersectionnalité a fait jonction avec le mouvement woke, n'est-ce pas? Comment vous expliquez que aux États-Unis, eh bien, vous avez ce ressurgissement d'une idée cette fois-ci positive entre guillemets de la race et de la racialisation? Pouvez-vous nous expliquer ça? On va évidemment essayer d'aller droit au but, chère Blandine, étant donné le temps qui nous est compté. Mais il y a une explication très simple. Oui. C'est que nous avons un effondrement de l'universalisme dans le paysage de la gauche intellectuelle. Et ceci concerne, bien sûr, et avant tout, les campus américains. Et évidemment, cet effondrement entraîne le retour à une pensée que l'universalisme sartrien, qui était évoqué à l'instant, avait balayé, qui est la pensée essentialiste. Alors, il ne s'agit pas d'une pensée raciale au sens strict du terme, il s'agit d'une pensée qui essentialise les individus en les arrimant à des identités closes. Et de ce point de vue-là, l'intersectionnalisme de Judith Butler est une émanation de ce néo-essentialisme. Or, le paradoxe, c'est un paradoxe historique sur lequel nous pouvons conclure ce propos, c'est que Judith Butler se situe à gauche, dans la gauche américaine radicale,
Et c'est aujourd'hui, dans les gauches radicales, que l'on porte ce retour de l'essentialisme qui a pourtant été marqué au XIXe siècle par les idéologies de droite et même d'extrême droite. Merci beaucoup Alexis, parce que vous nous expliquez au fond comment il y a d'une certaine manière par rapport aux années 70 et 80, une régression de cette pensée américaine par rapport à la pensée française qui avait justement voulu rompre à travers ce qu'on appelle à tort évidemment la French Theory, mais enfin en tout cas certains grands théoriciens, je pense à Michel Foucault, à Julia Kristeva, à Jacques Lacan, qui avaient voulu rompre avec cette conception essentialiste. Et là, en faisant un tout, eh bien, on est revenu d'une certaine façon en arrière. Merci à vous tous. Nous avons balayé très large, mais nous reviendrons sur tous ces problèmes.